mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors le gouvernement israélien continue depuis déjà 11 mois sa guerre génocidaire à Gaza, sans d'ailleurs réussir à atteindre son objectif, qui est, d'après ce que l'on sait, éliminer le Hamas et surtout vider la bande de Gaza de tous ses Palestiniens. Quand les journalistes internationaux pourront entrer peut-être un jour dans la bande de Gaza, ils risquent d'être aussi impressionnés que les reporters qui étaient entrés dans les camps de concentration après la Deuxième Guerre mondiale. D'après les informations qui filtrent sur les réseaux sociaux, beaucoup de cadavres de civils jonchent les rues des villes et des villages de Gaza qui ont été détruits à 80%. Il semble que la folie meurtrière de Benjamin Netanyahou ne s'arrêtera que lorsque le nettoyage ethnique, commencé en 1948, sera terminé. Les lamentations de la communauté internationale ne servent pas à grand-chose pour arrêter les massacres. Et pourtant, dans le monde occidental, des étudiants, des militants pour la cause palestinienne, des personnalités de la communauté juive et aussi du monde politique s'activent pour demander un cessez-le-feu immédiat. C'est le cas de la députée européenne Rima Hassan, d'origine palestinienne, qui a été très violemment critiquée dans les médias français. En juillet 2024, sur la chaîne Parole d'honneur, Michel Sibony, membre de l'Union juive française pour la paix, donnait son point de vue sur l'image de la lutte du peuple palestinien, renvoyée d'ailleurs par cette députée Rima Hassan. L'image muette de Rima Hassan aux côtés de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour, avec son keffier, a fait couler beaucoup d'encre dans le camp néolibéral et associé. Il nous faut ici revenir sur le sens profond de cette image pour nous. Ce qu'a dit la LFI le 7 juillet avec Rima Hassan, c'est notre refus d'effacer la Palestine, de l'exclure du programme politique, notre refus du génocide, notre refus du racisme, notre refus du sionisme. Cela fait partie du programme de la lutte, ce n'est ni marginal ni secondaire. Alors que parallèlement, ainsi que le rappelle Gilbert Achcar dans son dernier blog, au soir des résultats du premier tour des élections,
Amichai Shikli, ministre de Netanyahou et membre de son parti, le Likoud, annonçait que l'ensemble du gouvernement israélien s'est réjoui de la victoire remportée par le parti de Le Pen. Shikli détient un portefeuille ministériel spécialisé dans les affaires de la diaspora et la lutte contre l'antisémitisme. Et Ashkar conclut d'ailleurs son blog en disant « Le comportement des forces centristes », qui inclut Macron, c'est drôle mais c'est comme ça, qui ont choisi de profiter de l'instrumentalisation de l'accusation d'antisémitisme à des fins droitières dans la lutte contre leurs adversaires de gauche, a contribué et continue de contribuer grandement à renforcer l'extrême droite mondiale, de même que leur émulation de cette extrême droite dans d'autres domaines, en particulier l'hostilité raciste envers les immigrés. La lutte que nous devons mener est indissociable contre le capitalisme qui nous détruit et contre le génocide structurel qu'il pratique. La Palestine a toujours été une ligne de fracture nord-sud, colonialisme et impérialisme versus droit des peuples. On a souvent dit combien cela nous concernait ici, comment la Palestine fonctionnait comme un laboratoire de déréglementation, d'armement et de déshumanisation, qui serait importé petit à petit chez nous. Voir comment les pratiques coloniales anciennes ont abouti dans le fascisme à la déshumanisation au cœur de l'Europe, ce qu'a si bien démontré Enzo Traverso. La soif de vérité et de justice doit l'emporter sur les instrumentalisations destructrices du racisme, de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Cela passe par une absolue et radicale implication dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes et dans la lutte contre son instrumentalisation sous toutes ses formes, car cette instrumentalisation sous toutes ses formes, c'est un outil raciste. Bonjour Rima Hassan Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de l'Humanité au Parlement européen, ici à Strasbourg. Alors vous êtes nouvelle députée européenne, oui. Vous avez été élue sur la liste de la France Insoumise et vous faites partie maintenant du groupe La Gauche lors des dernières élections. Vous êtes, on le sait, militante de la cause palestinienne. Vous êtes aussi, et ça on le sait peut-être moins à titre professionnel, spécialiste des questions d'immigration, spécialiste des questions d'asile également. On y reviendra au cours de cet entretien. Rappelons que vous êtes vous-même arrivé en France, vous étiez enfant à ce moment-là, vous veniez d'un camp de réfugiés palestiniens situé près d'Alep, en Syrie. Vous êtes alors arrivé à ce moment-là comme apatride en France, et vous êtes aujourd'hui franco-palestinienne. Franco-palestinienne, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils sont franco-palestiniens, mais c'est votre cas. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi est-ce que vous avez souhaité passer d'un monde qui est un monde militant tout de même, à ce monde particulier qui nous entoure ici au Parlement, le monde politique, assez infernal. Votre collègue Leïla Chaibi, quand elle est arrivée il y a 5 ans dans ce Parlement, a tellement été traumatisée qu'elle a éprouvé le besoin d'en écrire un livre. Et comment est-ce que vous avez voulu faire ce bond qui consiste effectivement à devenir député, à entrer dans le monde politique, ce que vous retrouvez ici, là, depuis 3 jours au Parlement européen? Merci beaucoup de votre invitation déjà. C'est une des premières interviews que je vais donner depuis le début de ce mandat. Et je suis très heureuse de la donner à l'Humanité. Il y a eu un moment de bascule pour moi. Un moment, l'après 7 octobre, j'envisageais pas encore véritablement de m'engager en politique, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu un moment de rupture dans ma vie. Et ce qu'on ne cite pas effectivement, c'est que j'avais été recrutée par Amnesty International pour le poste de chargée de plaidoyer migration. Et je n'ai pas pris le poste 2 semaines avant de commencer parce que je n'envisageais pas d'avoir un train de vie qui allait m'empêcher d'une manière ou d'une autre de faire de l'espace pour la question palestinienne, puisque ce que nous vivons toujours, c'est un génocide, et j'ai fait partie de ceux qui, dès le mois d'octobre, avaient alerté sur ce risque de génocide. Et je suis partie en Jordanie pour avoir vraiment le temps de vivre ce qui était aussi un deuil, ce qui est un deuil pour moi quotidien, et de comprendre ce que je pouvais faire à mon échelle. Donc l'engagement en politique, pour moi, il se joue au croisement de 2 éléments. C'est une question de rencontre et c'est une question de moment. C'était le bon moment au vu de l'urgence. Et il y a aussi d'autres sujets, effectivement, qu'on pourra aborder, mais qui sont tout aussi urgents. La montée de l'extrême droite, la question de la migration, des sujets sur lesquels je suis impliquée depuis de nombreuses années.
et une question de rencontre, parce qu'on peut se dire que c'est le bon moment pour soi, mais si on ne rencontre pas les bonnes personnes, le bon appareil politique, la bonne famille politique qui est prête à vous accompagner et vous porter, ça ne peut pas non plus marcher. Et donc j'ai eu la chance, moi, effectivement, de rencontrer la France Insoumise qui m'a porté, qui m'a fait de la place pour ces élections européennes. Alors ça a débuté ici hier, en réalité, on est aujourd'hui, en réalité on enregistre cette émission aujourd'hui vendredi, par le discours d'Ursula von der Leyen, qui a été réélue, fondatrice, Ursula von der Leyen II, présidente de la Commission européenne. Elle a eu sur Gaza quelques mots, pas tant que ça. Est-ce que ça vous a satisfait? Absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été auditionnée avant son discours d'hier par notre groupe, en début de semaine. On lui a posé à 2 reprises la question de l'impunité dont bénéficie Israël, des ressorts que nous avons ici dans ces institutions pour pouvoir justement agir en ce sens, à commencer par l'accord UE-Israël qui peut être suspendu puisque l'article 2 prévoit que cet accord est conditionné au respect des droits de l'homme et que par ailleurs cet accord fait de l'Union européenne le principal partenaire commercial d'Israël. Donc nous avons des leviers d'action. Elle a refusé d'y répondre à 2 reprises. Et le discours qu'elle a eu hier, moi, il me choque, puisqu'il est marqué par un 2 poids 2 mesures qui devient insupportable. Pour les Ukrainiens, on parle de résistance légitime, d'un soutien absolu, inconditionnel. Et à juste titre, on peut tout à fait avoir un discours qui est très fort, qui tend à rappeler ce que nous devons de soutien au peuple ukrainien. Mais nous ne pouvons pas, de l'autre côté, réduire le peuple palestinien à un sujet humanitaire, parce que c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire que, et c'est là où c'est très intéressant, et d'ailleurs c'est un point de bascule, puisqu'on tend à invisibiliser la perspective politique de ce conflit, et c'est invisibiliser toute la lutte aussi du peuple palestinien, qui n'est encore une fois pas simplement un sujet humanitaire. Le peuple palestinien ne demande pas simplement à boire et à manger ou à être secouru, il demande à pouvoir exister et survivre en tant que sujet politique, à savoir un sujet palestinien. Lutte qui est ancienne, qui fait partie de l'origine même des années après 48, voilà, dès l'origine, il y a cette résistance, ce refus en tout cas. Mais même bien avant. Ce qu'il faut rappeler, d'ailleurs, moi, le kéfier palestinien, je le porte pour rappeler aussi cette dimension historique de la résistance et de l'identité palestinienne. C'est face au mandat britannique, en réalité, dès les années 30, que le peuple palestinien se soulève se structure aussi en tant que nation, j'ai envie de dire, et qui va revendiquer son droit à l'autodétermination et va se structurer dans sa résistance. Il ne faut pas oublier que sous le mandat britannique, c'est 10% de la population palestinienne qui va être soit emprisonnée, soit chassée, soit tuée. Donc la question de la lutte contre la colonisation et de la défense de l'identité palestinienne, elle est même antérieure à la création de l'État d'Israël, et il y a une continuité malheureusement depuis. C'est bien ce que montre le livre d'Ilan Mbappé, que vous connaissez sans doute, qui vient de rééditer là, et qui fait ce lien que vous êtes en train de dire entre l'origine, voilà, c'est ça, et maintenant, ce continuum. Tout à fait, et ma voix, je crois qu'elle a beaucoup dérangé dans le cadre de cette campagne pour ça, parce que je suis pas juste d'origine palestinienne, je suis une descendante de la Nakba, je suis une enfant de la Nakba, je suis une enfant des camps de réfugiés, c'est-à-dire que mon historique, l'histoire de ma famille tend à rappeler ce que Israël nous fait subir depuis sa création, à savoir un processus de nettoyage ethnique. Et effectivement, quand on est à c'est le titre du livre de Tout à fait. Quand on est à 5 générations plus tard et que j'arrive effectivement au Parlement pour rappeler cette dimension aussi historique de la souffrance du peuple palestinien, ça dérange. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire que ça a commencé le 7 octobre, quoi, effectivement. Donc on est véritablement dans un processus qui est génocidaire de manière incontestable. Il faut que les journalistes, les politiques, les personnalités qui peuvent avoir une influence en France prennent enfin la parole pour dénoncer ce qui est véritablement un génocide, et un génocide par destruction du groupe social, ce qu'a très très bien rappelé l'avocat Gilles Devers, c'est-à-dire que la logique génocidaire, elle ne s'évalue pas au nombre de morts, pas que au nombre de morts, elle est dans la manière dont on est en train de détruire aussi tout un environnement qui permet la survie
d'une population donnée. La population palestinienne de Gaza a été reconnue par la décision de l'ordonnance de la Cour internationale de justice comme une population avec ses spécificités, son identité, etc. Et le génocide par destruction du groupe social, donc reconnu comme un groupe social, pardon, et donc le génocide par destruction destruction d'un groupe social, c'est la destruction aussi de tout son environnement, c'est-à-dire tout ce qui lui permet de survivre. Quand vous êtes dans un endroit où vous n'avez plus les moyens de vous éduquer, de vous héberger, de vous loger, de vous nourrir, de vous soigner, de vous alimenter, c'est... je laisse imaginer vraiment les gens qui nous écoutent ce que va subir même les prochaines années le peuple palestinien, puisque 90% des infrastructures civiles à Gaza sont détruites aujourd'hui. Alors, le paradoxe qui frappe tout le monde en ce moment, c'est que il y a énormément de mobilisation internationale sur Gaza depuis les débuts. Des mobilisations de militants, de gens, tout simplement de citoyens dans le monde entier. Jamais peut-être une mobilisation pour demander d'arrêter une guerre n'a peut-être, en tous les cas dans les années précédentes ou dans les décennies précédentes, qui était aussi forte dans le monde. Les organisations internationales, vous disiez il y a 2 secondes, à commencer par l'ONU d'ailleurs, a aussi pointé ce qui se passait là-bas dès le départ. Les ONG, les associations humanitaires, les groupes humanitaires, etc. J'allais dire, comment est-ce qu'on peut dire plus? Tout le monde est au courant de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. On ne peut pas dire qu'on ne sache pas ce qui se passe exactement. Comment vous allez vous y prendre, vous, ici au Parlement européen, pour tenter de faire de faire prendre conscience des questions telles que vous le disiez il y a quelques instants? Je crois que le seul levier que nous avons et qui permet de rassembler le plus largement possible, c'est le droit international. Et l'arme la plus efficace pour cette cause, ça restera toujours le droit international, qui est implacable, qui est extrêmement clair et qui aujourd'hui nous permet de lire la situation de la façon la plus limpide possible. C'est-à-dire qu'on a affaire à un État voyou, qui est un des États qui a bafoué le plus de résolutions des Nations Unies au monde, en mise en perspective avec les autres États de la communauté internationale. On a un État qui impose une situation d'occupation, de colonisation en toute impunité depuis des décennies. Aujourd'hui, qui est en train de se rendre coupable d'un crime de génocide, dont le crime d'apartheid, qui était aussi un crime contre l'humanité, si on se réfère au statut de Rome, est documenté par les plus grandes ONG internationales, y compris par des ONG israéliennes comme B'Tselem ou l'ONG palestinienne Al-Haq. Et donc on a affaire à un État qui concentre à lui seul les pires crimes internationaux. Donc ce qu'il faut ramener ici, et j'ai presque envie de dire, c'est qu'il faut aussi ramener l'Union européenne à la raison à travers justement ce prisme du droit international qui est parfaitement documenté et qui nous permet à un moment donné de mettre nos députés, nos eurodéputés, nos dirigeants face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que si effectivement nous sommes tous d'accord pour condamner la Russie pour une agression, une occupation illégale des territoires ukrainiens, et que tout ceci est parfaitement documenté et condamné par le droit international, si on transpose les choses s'agissant de la situation israélo-palestinienne, nous devons en faire tout autant. Et il faudra dénoncer, et moi je vais aussi y travailler, dénoncer l'hypocrisie des uns et des autres, et notamment dans les rangs à gauche, des socialistes ou des Verts qui ne prendront pas part à des votes qui vont en ce sens sur la question palestinienne. C'est ça, parce que le droit international, c'est le credo de l'institution dans laquelle on se trouve. Tout le monde en parle en permanence, le droit international, etc. Tout à fait. Et en réalité, ce discours-là, effectivement, est complètement mis à nu par le silence ou l'ambiguïté par rapport à ce qui se passe à Gaza. Ce que tout le monde doit comprendre, c'est que faire cela, c'est pas juste c'est pas juste pour le peuple palestinien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une question de survie aussi de notre discours, c'est une question de crédibilité de notre parole politique aussi en tant qu'Européens.
Et on voit bien que nous sommes moqués aussi à l'échelle internationale pour ce deux poids deux mesures, que les prétendues valeurs occidentales, que les prétendus droits de l'homme qui auraient été consolidés, pensés ici, sont totalement en train de s'effriter sous nos yeux. Et c'est important de le dénoncer et de le réparer surtout, et d'être à la hauteur de ce qu'on prétend être. Ou alors on assume de manière cynique le fait que les vies palestiniennes, comme les vies de tout un certain nombre de peuples dits du Sud, comptent toujours moins. Et dans ce cas-là, on a au moins le souci de la cohérence. يا طالعين عين للجبل يا مول لموقدين النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بدي زنار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح إلا غزال للي ذي جوين لليكم محبوس بين لليمن يمن عين للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا بدي ملبوس بين لليمن يمن عين للهنا يا روح الحلم اللي كان رح يفتح باب الدكان بكرة منرجع زي زمان وتصيروا تيجوا عنا شعبنا جبار ما نسيوا مفتاح الدار كبروا أطفال الحجار وبحوا ريحة الحارة مشتاقة أرجع عند ترابك يا أقصانا أوصل بابك ونتلاقى نحضن أهلنا نطمن أطفالنا في بلاد السلام شاملي لالي يا ويلي لالي شاملي لالي يا ويلي لو علي لالي وابولو لو تفتح شاملي لالي يا ويلي لو وانا الليلة ربعتها عيلي لذيح الشاملي لالي يا ويلي لو يا صيلي لبينا ويلي على يحملي لبا يا ويلي لو Last night I had a dream in the land of olive trees. From the river to the sea, my people tasted freedom. Soon those hellish skies turn to blue and starry nights. As our voices start to rise, we're ending an apartheid. Hold on, just a little longer, we're going home. Just a little longer, hold on. Glory's round the corner, we're going home with our waving flag. يا طالعين عين للجبل يا مول لموقدين النار بين لليمن يمن عين للهنا يا روح إلا غزال للي ذي جوين لليكم ميدوم بين لليمن يمن عين للهنا يا روح. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu dans cette émission l'entretien que la députée européenne Rima Hassan a donné le 20 juillet 2024 au journaliste de l'Humanité Jacques Régibier. Et le 21 juillet 2024, l'ambassadrice de Palestine en France, Hala Abou Assira, s'entretenait avec Franck Barra, qui est connu pour être un activiste français et coordonnateur du tribunal Russell sur la Palestine. Il l'a été de 2008 à 2014. Alors, nous les écoutons. Il y a la Cour internationale de justice, vendredi, donc c'était avant-hier, qui a délivré un jugement qui était très attendu, en tout cas du côté de la Palestine depuis des années maintenant, un jugement que beaucoup ont qualifié d'historique. Toi, quelle est ton analyse de ce jugement et est-ce qu'il est bienvenu, à ton avis?
Bien sûr, c'était un moment extrêmement important, extrêmement crucial pour nous. Et c'est un avis de la Cour de justice internationale qui venait suite à la demande de l'Assemblée générale. Il faut toujours se rappeler du cadre de cet avis. Et ça a été demandé il y a à peu près 2 ans par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies pour que la Cour donne son avis sur 2 questions, la légalité de l'occupation israélienne et la définition, selon la Cour, des mesures exercées, imposées sur le peuple palestinien, contre le peuple palestinien, c'est-à-dire quand il s'agit de la colonisation, la confiscation des terres, la démolition des maisons, et toute mesure discriminatoire imposée contre le peuple palestinien. La Cour a tranché sur ces 2 questions. Son avis est très très simple et très direct et très juridique. L'occupation est illégale, elle est illicite. Il faut qu'Israël, dans les médias et sans condition, mette terme à cette occupation illégale. Et les mesures et les politiques israéliennes imposées contre le peuple palestinien et également la confiscation des terres, c'est très important. C'est une annexion de facto des territoires palestiniens et Israël et la Cour a qualifié ces mesures de apartheid et ségrégation. C'est là où on se réjouit pas honnêtement, je me réjouis pas personnellement, car le constat il est très très lourd, il est très grave, il est catastrophique. Une occupation militaire, une domination imposée sur un peuple depuis des décennies et un régime d'apartheid. C'est flagrant quant à l'humain, quant à la souffrance du peuple palestinien et quant au déni de la justice. Mais c'est un moment historique, c'est pour cela. Et j'espère, et là on engage la responsabilité des États tierces parties. C'est l'obligation des États qui ont demandé à la Cour, il y a 2 ans, de donner cet avis, de tout faire pour mettre au terme de leur côté également à cette occupation. Il faut qu'ils réexaminent leurs relations avec Israël, relations diplomatiques, relations économiques, et relations sécuritaires, c'est-à-dire il faut imposer des sanctions contre Israël en ce moment-là pour le ramener à faire respecter le droit international et à mettre terme à son occupation. Les sanctions qui sont un outil juridique international offert par le droit international contre tout État qui viole ce droit. Du coup, c'est un moment très important pour le droit international, pour le système international et surtout pour la responsabilité des États partis aux conventions internationales de mettre terme à cette occupation. Merci Ala. Oui, quand j'ai lu une partie du jugement et j'ai parlé hier à mon ami Daniel Macover, qui est un avocat anglais qui travaille sur ces questions-là depuis des années. Ce qui est super important, je trouve aussi dans ce jugement, c'est que la Cour dit qu'en fait, l'occupation doit arrêter au plus vite sans même passer par des négociations. Et ça, c'est quelque chose de crucial, n'est-ce pas? C'est l'inconditionnalité de mettre terme à cette occupation. Et du coup, aujourd'hui, nous disons à tout État qui met comme condition les négociations pour même reconnaître l'État de Palestine, pour reconnaître le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple palestinien qui était clairement accordé par cet avis de la Cour. Il faut mettre terme à cette occupation dans l'immédiat, sans condition, car les droits sont inconditionnels, ils sont universels et inconditionnels, et surtout le droit à l'autodétermination. Ça serait un moment très important de voir aussi les positions de la communauté internationale, de leurs responsabilités
à mettre terme à cette occupation. Moi, j'attends dans ce contexte extrêmement grave pour le droit international, pour la crédibilité du système international et pour la crédibilité d'un acteur majeur dans notre région qui est la France, un acteur et un partenaire historique dans notre région, d'accueillir le jugement et l'avis de la Cour, de le soutenir et de tout mettre en œuvre pour le concrétiser, pour concrétiser ces recommandations de cet avis. La France doit immédiatement reconnaître l'État de Palestine. Ça fait des années que nous disons la France doit reconnaître l'État de Palestine, non seulement la France, l'ensemble des pays qui ne l'ont pas fait. Mais pourquoi on insiste sur la reconnaissance par la France de cet État? Comme j'ai dit, de par le rôle historique, l'engagement historique de la France dans notre région envers la question palestinienne et pour aussi envoyer un message très clair à Israël que le génocide en cours, la colonisation en cours, les attaques des colons terroristes israéliens en Cisjordanie, le changement de statu quo à Jérusalem-Est et toute cette solution à deux États, qu'on la voit aujourd'hui extrêmement menacée, extrêmement impossible presque à être une solution réaliste. Il faut la protéger, cette solution. Il faut nous aider à rester attachés à cette solution, nous, Palestiniens. Il faut envoyer un message très clair à Israël qu'il ne peut pas continuer à violer le droit international, à dicter ces règles, à tuer des enfants et des femmes, à tuer la perspective de la solution à deux États sans conséquence, sans conséquence. La reconnaissance de l'État de Palestine, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. La Cour l'a appelé il y a 2 jours aussi, c'est le droit à l'autodétermination qui doit être reconnu. Il ne suffit pas de la voter, cette résolution chaque année à l'Assemblée générale pour la reconnaissance de droit à l'autodétermination. Il faut la mettre en exercice, il faut la faire, il faut la reconnaître, ce droit. Et c'est par la reconnaissance de l'État de Palestine. J'attends de la France de prendre ce pas. De cette reconnaissance entraînerait la reconnaissance de beaucoup de pays qui attendent cette reconnaissance par la France. Ça va créer une dynamique juridique, une dynamique de dire arrêtons la politique de 2 poids 2 mesures, arrêtons l'impunité totale d'Israël et j'attends de la France également de soutenir. Et il l'a fait d'ailleurs, et je félicite la France pour cette position, de féliciter la Cour de justice internationale dans ses travaux et son enquête aujourd'hui dans le crime de génocide contre le peuple palestinien. Et j'espère qu'il y aura un engagement d'ici septembre prochain, un engagement très fort pour un cessez-le-feu également. Chaque État a des outils à utiliser contre un État qui viole le droit international. L'ensemble de la communauté internationale a saisi ces outils contre la Russie dans la crise ukrainienne. On attend qu'ils saisissent les mêmes outils juridiques et le premier, c'est les sanctions. Il faut le dire, il faut être clair. C'est les sanctions économiques, c'est les sanctions militaires, c'est les sanctions, l'arrêt de vente d'armes à Israël dans toutes ses formes pour nous, Palestiniens, on commence à se dire on nous voit à pied d'égal comme les autres des peuples de la terre entière. On nous voit comme un peuple qui mérite sa liberté, qui mérite son droit à l'autodétermination, qui existe, parce que nous existons, on a toujours existé et on va toujours exister. Il faut cette reconnaissance, il faut l'arrêt de cette politique de 2 poids, 2 mesures par l'ensemble de la communauté internationale. الجمال والجلال
والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني Vous avez entendu l'ambassadrice de Palestine en France, Hala Abou Assira. Hala Abou Assira attend que la France cesse le deux poids deux mesures entre la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza, et qu'enfin la France reconnaisse d'une part l'État palestinien et aussi qu'elle applique des sanctions contre le gouvernement israélien pour qu'il accepte enfin un cessez-le-feu. Mais le monde médiatique français n'est pas encore prêt, lui, à arrêter son soutien à Israël. C'est un sujet qui a été abordé par le journaliste Denis Robert avec Alain Grèche. Alain Grèche que vous connaissez déjà, vous l'avez entendu plusieurs fois dans l'émission Civis Pacem. Alain Grèche qui est l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et qui est aujourd'hui rédacteur du site Orient 21. Denis Robert a invité sur sa chaîne Blast le 18 mai 2024 Alain Grèche. D'une part pour lui parler du traitement médiatique de la guerre à Gaza et aussi de son livre « Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir ». Et je voudrais démarrer notre entretien par je suis un peu long, mais bon, c'est par la citation de Todorov qui dit dans votre dernier chapitre qui évoque ce que Gaza fait au monde. Et donc Todorov dit « La peur devient un danger pour ceux qui l'éprouvent, c'est pourquoi il ne faut pas la laisser jouer le rôle de passion dominante. Elle est même la principale justification des comportements souvent qualifiés d'inhumains. La peur des barbares est ce qui risque de nous rendre barbares, et le mal que nous ferons dépassera celui que nous redoutions au départ. » Et c'est une très forte citation parce qu'elle dit d'une manière, une fois qu'on a dit ça, on n'a même plus besoin de lire le chapitre parce qu'on a compris, quoi. Mais en fait, voilà, je voudrais, c'était ça. Vous faites un livre sur la barbarie. Comment d'abord, qu'est-ce qui, à un moment donné, vous qui avez beaucoup écrit, hein, vous avez écrit 5-6 bouquins sur la Palestine. Qu'est-ce qui vous dites, allez, j'en fais encore un de plus, ou vous étiez tellement, est-ce que c'est ma première question, est-ce que ce qui se passe en ce moment, est-ce que je parle du traitement médiatique, du traitement politique du conflit à Gaza, est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris, qui vous a saisi, ou est-ce que vous en avez tellement vécu que vous vous dites que c'est la continuité, ou est-ce qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre du transbordement qui fait que c'est pas comme d'habitude? Il y a quelque chose de l'ordre du basculement, et peut-être de l'achèvement d'un basculement, notamment dans la politique française. C'est-à-dire, bon, on reviendra là-dessus, mais la France a joué un rôle particulier, justement, d'espèce de pont entre l'Occident et le monde arabe, en essayant d'avoir une position équilibrée, de dire qu'il fallait négocier avec les Palestiniens, etc. C'est une position qui a été inaugurée par le général de Gaulle, mais ensuite qui a été reprise successivement par tous les présidents de droite ou de gauche. Et avec l'idée, il y a quand même un problème de justice, c'est-à-dire d'occupation. Et la France voyait la Palestine, le conflit palestinien, comme un problème d'occupation, sans jamais remettre en cause ses relations avec Israël. C'est-à-dire, mais l'idée qu'il n'y avait pas de paix possible sans la reconnaissance des droits des Palestiniens, sans la négociation avec l'Organisation de libération de la Palestine, dès les années 70, au moment où Israël et les États-Unis disaient l'OLP, c'est une organisation terroriste, on ne peut pas discuter avec elle. Donc, je dirais d'une certaine manière, la lecture du conflit était une lecture très politique. Et à partir d'il y a une quinzaine d'années, on peut le dater du 11 septembre 2001, mais évidemment ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Petit à petit, la grille de lecture a changé et c'est devenu une grille de lecture de choc de civilisation. C'est-à-dire,
nous sommes l'Occident, nous sommes menacés par le péril islamique, le péril terroriste, etc., etc. Et dans ce conflit, cette vision, on ne voit plus la Palestine comme un problème d'occupation, mais on voit la Palestine comme un des fronts de la guerre contre le terrorisme. Et je dirais, ça a commencé avec Nicolas Sarkozy, ça s'est poursuivi avec Hollande de manière très forte, mais je dirais là, on a un tournant qui s'est vraiment achevé, c'est-à-dire que en Europe, la France est le pays à l'arrière-garde du soutien aux Palestiniens, alors qu'elle avait été toujours traditionnellement la France, l'amie des Arabes, etc. Ben, elle n'était pas l'amie des Arabes, la France était l'amie du droit international. Là, on bafoue le droit international, on, de fait, justifie un génocide, on va parler de savoir si c'est un génocide, mais même des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, au nom du fait que nous avons affaire à des barbares et nous avons affaire au terrorisme. Et un des intérêts du mot terrorisme, qui pour moi n'a aucun sens, c'est quand vous luttez contre le terrorisme, vous luttez contre le mal absolu. Quand vous luttez contre le mal, il n'y a pas de solution. Il faut éradiquer le mal. Donc c'est une guerre sans fin, et c'est une guerre qui met en face des gens qui sont irrationnels, à nous qui avons des raisons, à des gens qui veulent nous massacrer sans aucune raison, à nous qui sommes des gens rationnels. Je crois que c'est ça qui est grave aujourd'hui, et ce qui a basculé dans les médias et dans les politiques, c'est un peu ça. Et dans toutes les forces politiques, moi je suis frappé, personne ne remarque que Éric Ciotti, président des Républicains, qui est le parti héritier des gaullistes, aujourd'hui il réclame le transfert de l'ambassade de France à Jérusalem, c'est-à-dire une position totalement pro-israélienne, alignée sur les Israéliens. Et vous citez beaucoup De Gaulle, d'ailleurs, dans le livre. De Gaulle qui n'était pas un ami d'Israël non plus. Enfin, il a toujours eu ses distances. Oui, mais en même temps, De Gaulle avait, en 67, bon, il va devenir, il va jouer un rôle important parce qu'il va dénoncer le fait que c'est les Israéliens qui tirent les premières balles en 67, et ça va fonder la ligne la ligne politique de la France, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour Israël, qui a des bonnes relations avec Ben Gourion, qui échange des courriers, etc. Et je cite cette phrase qui est mémorable parce que en novembre 67, il donne une conférence de presse très, très importante. C'est la fameuse conférence de presse où il va parler des Juifs, peuple sûr de lui et dominateur, ce qui est à mon avis une formule très, très contestable pour beaucoup de raisons. Mais il dit quelque chose de plus important. Il dit, c'est novembre 67, c'est-à-dire Israël a occupé la Cisjordanie et Gaza depuis 2 mois. Il dit, Israël organise l'occupation. L'occupation ne peut pas aller sans répression. La répression provoque la résistance, que Israël appelle le terrorisme. Il a dit, il a résumé vraiment ce qui allait se passer. Non mais... Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. La France a bâti sa politique là-dessus. L'OLP utilisait, alors on peut revenir si vous voulez sur qu'est-ce que c'est le terrorisme, mais l'OLP, on sait, a attaqué des groupes palestiniens ont attaqué les Jeux Olympiques à Munich, ils ont détourné des avions, etc. Ce qui est, bon, on peut dire c'est du terrorisme. Ça n'a pas empêché la France d'avoir des relations avec eux. La France a ouvert dès 1974, et c'est Valéry Giscard d'Estaing, c'est même pas un gaulliste, qui accepte l'ouverture d'un bureau de l'OLP à Paris. Donc, il y a une compréhension que le problème est politique. Ce qui est intéressant dans le livre, il y a les pages que vous avez sur le Hamas, c'est la manière dont vous inscrivez le Hamas dans une histoire plus large de la Palestine qui remonte à l'OLP et même avant. Et j'ai découvert en lisant quelque chose que j'avais pas mesuré, mais vous me dites si je l'interprète mal, c'est que finalement le Hamas qu'on a décrit comme un groupe terroriste, etc. Évidemment, il n'est pas que ça, et il est mangé à sa droite ou à sa gauche, je ne sais rien, mais il est mangé par le djihad islamique, et puis aussi un groupe qui s'appelle la Tanière des Lions, enfin des gens qui sont beaucoup plus radicaux et qui ont une audience aussi qui gagne un petit peu de terrain. Si vous voulez, la question c'est la violence, c'est l'utilisation de la violence. Il y a des pays qui ont accédé à l'indépendance nationale sans violence, et puis d'autres pays où ils ont dû utiliser la violence
que ce soit l'Algérie ou l'Afrique du Sud, etc. Et cette violence a souvent touché les civils, ce qu'on peut qualifier de terrorisme. Mais ils ont utilisé cette violence parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et quand on ferme toutes les portes de la négociation politique, ce qu'Israël a fait depuis l'échec des accords d'Oslo, je veux dire, c'est évident que la violence monte en puissance. Et le Hamas, si vous voulez, pourquoi le Hamas a gagné les élections en 2007? Il y a des élections législatives en Cisjordanie et Gaza, c'est les dernières. Il y a le Fatah et le Hamas, et c'est le Hamas qui gagne. Pourquoi le Hamas gagne? Pas parce que les gens sont devenus brusquement plus religieux, etc. Parce que le Fatah avait une stratégie qui était de dire nous allons faire la paix avec Israël et on aura un État palestinien. Ils ont échoué, l'opposition a gagné. Et au lieu de prendre ça en compte pour essayer de dire comment on peut aller vers l'État palestinien, on est allé en disant ah oui, enfin les Européens par exemple, ils ont dit ah oui, vous avez voté, mais vous avez mal voté, on va vous boycotter. Ce qui est quand même extraordinaire pour des gens qui se réclament de la démocratie. Bien sûr. Sur le Hamas, bon, on peut rentrer dans les détails. Le pouvoir du Hamas à Gaza est un pouvoir qui est absolument pas sympathique et qui a opprimé une partie de la population, les femmes, etc., etc. Et beaucoup de gens se plaignaient du Hamas comme gestionnaire, mais pas pour l'utilisation de la violence. Et effectivement, il est même dépassé par des organisations qui acquièrent une popularité parce que elles ne sont pas aux affaires. Donc, quand vous n'êtes pas aux affaires, vous n'êtes pas, vous dépendez pas du fait que les gens trouvent à manger dans la rue, que vous trouviez un logement, que l'eau fonctionne, etc. Et donc, mais qui disait il faut utiliser la violence et qu'il l'utilisait de manière plus débridée, si on peut dire. Et c'est le djihad islamique, c'est la tanière du lion, voilà, c'est. Mais encore une fois, c'est. Moi, des fois, je dis, mais imaginez qu'est-ce que c'est Gaza. Je ne parle même pas de la Cisjordanie, mais Gaza, c'est un territoire de 2,5 millions d'habitants, sous blocus depuis plus de 15 ans, dans lequel les jeunes ne peuvent pas sortir, peuvent pas vivre normalement, peuvent pas faire des études normales, etc. Moi, je comprends que les groupes radicaux recrutent. Et alors, avec toute la propagande pro-israélienne et la propagande des médias français qui répètent tous la même chose, sur les chiffres, sur je vais pas tous les énumérer, mais vous le décryptez très bien dans le livre. Vous appuyez, c'est pas des vues de l'esprit, mais vous appuyez sur des articles de presse anglo-saxons, israéliens, et vous démontrez d'ailleurs que sur le 7 octobre, il n'y a pas eu 1400 morts, mais il y en a eu 1200 d'après votre chiffrage, dont une partie, et ça, j'avoue que 400 à 500, c'est des militaires et des policiers. Voilà, et il y a 600. Donc, il faut détruire une fois pour toutes le fantasme des 40 bébés, des femmes enceintes éventrées, etc. C'est absolument pas documenté. Mais là, aujourd'hui, des contre-enquêtes ont été faites. Mais aujourd'hui, dans les médias français, vous avez toujours des gens, et Meyer Habib et compagnie, qui continuent à répéter comme inlassablement les mêmes. Mais pas seulement Meyer Habib, qui est un excité, oui. Enfin, mais Gabriel Attal, au dîner du CRIF, il reparle de bébés égorgés. Ouais. Ce jour-là, ce 7 octobre, toutes les ignominies ont été commises. Les viols, les égorgements, les bébés sur lesquels on s'acharne, les femmes éventrées, les vieillards humiliés avant d'être massacrés. Je veux dire, je me suis demandé s'il croit à ce qu'il dit ou non. Et je pense qu'il croit. Je veux dire, c'est des gens qui ont été pris à leur propre propagande. Et moi, je rencontre encore des gens qui me disent « Ah, les bébés égorgés, et puis les bébés dans le four, et les femmes éventrées dont on a enlevé le fœtus. » Enfin, des choses qui sont absolument fausses. Alors, il y a eu des crimes commis par le Hamas, on pourra y revenir, mais ça n'avait pas cette ampleur. Et il faut bien, j'utilise le terme un peu ironiquement par rapport à une formule de Gilles Kepel, c'est de dire ils ont créé un génocide d'atmosphère. C'est-à-dire c'est ça, c'est votre chapitre là-dessus. Une atmosphère où le génocide est justifié. S'ils peuvent aller jusqu'à ouvrir les ventres des femmes enceintes, égorger des bébés, etc., finalement, c'est des animaux. C'est ce que disent d'ailleurs, c'est des semi-humains, etc. Ouais, donc on peut les tuer. Des animaux humains, ouais. Ouais. Donc, voilà. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
Il y a un truc que j'avais pas relevé et c'est une information j'ai sur l'histoire de la Raf Party. Vous expliquez qu'il y a à peu près 200 victimes qui n'ont pas été identifiées parce que elles sont victimes de bombes israéliennes et que les corps étaient enchevêtrés. Et ça, c'est une enquête de journalistes israéliens. Alors, il y a un passage à un moment, pendant très longtemps, on va dire 1400, et puis brusquement, c'est tombé à 1200, c'est à 1200 sans qu'on comprenne pourquoi. Et en fait, il y a une enquête de journalistes israéliens qui montre qu'est-ce qui s'est passé dans la Raf Party, c'est-à-dire que, en fait, les troupes israéliennes sont intervenues, elles ont bombardé, elles ont tué, brûlé. On a retrouvé des cadavres brûlés, on n'a pas su les identifier, on a cru que c'était des Israéliens, mais une partie c'était des Palestiniens. Ça a été tué par l'armée israélienne. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le Hamas ou les Palestiniens n'ont pas commis de crimes de guerre, et tout assassinat de civils est un crime de guerre, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit. En plus, une des choses qui est difficile, c'est-à-dire quand vous écoutez d'abord, un élément, c'est que maintenant on sait que tout ça a été faux, mais il n'y a aucune autocritique des médias. Moi, j'ai vécu la guerre du Golfe de 1990-91, le Koweït, etc., où on a été abreuvé de mensonges répétés par nos médias, les médias américains, etc. Mais après, il y a eu une autocritique des médias. Il y a eu, ça n'a rien donné, puisque la preuve, c'est qu'on recommande. Mais là, il n'y a aucune autocritique. C'est quand même... et c'est aussi parce que, globalement, dans les médias dominants, il n'y a qu'un son de cloche, quoi. Donc, c'est impossible de remettre... en cause ce récit. Mais l'autre chose importante à comprendre, c'est que... Excusez-moi, et vous pensez que ça peut tenir encore? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, ils peuvent répéter comme un canard sans tête les mêmes chiffres, les mêmes erreurs, les mêmes fake news, etc. À un moment donné, même face à une émission comme on fait là, ou des livres comme le vôtre, où il suffit de s'informer, c'est à un moment donné, tous ces présupposés vont s'effondrer, quoi. Mais on a l'impression que si ça s'effondre, tout s'effondre, à commencer par le soutien à Israël, quoi. Il y a comme un basculement qui peut opérer aussi dans l'autre sens. Bon, le problème, c'est que la position dominante aujourd'hui des médias et des responsables politiques, il y a quelque chose qui est... J'ai dit que pour la France maintenant, finalement, le front israélien, c'est partie de la guerre des civilisations, et ça fait partie de la guerre que nous menons contre l'islam et les musulmans. Donc, il y a aussi l'utilisation, je veux dire, de l'islamophobie comme une arme de guerre pour identifier, c'est-à-dire, désigner les coupables, les frères musulmans, les choses qui menacent les Israéliens et qui nous menacent ici, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré et sur lequel, malheureusement, c'est pas seulement les partis de gouvernement, c'est pas seulement l'extrême droite, c'est même une partie de la gauche qui reprend ce discours. Oui. Donc, c'est difficile à casser, mais bon. Si je pensais qu'on pouvait pas le casser, j'écrirais pas de livre. Je dirais. Votre livre, c'est la meilleure réponse aux folies des gens du printemps républicain, les Caroline Fourest, les Enthoven et compagnie, qui quand même ils ont une audience incroyable et ils peuvent répéter leurs conneries à longueur de journée. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. À un moment donné, c'est vrai que ça rentre dans la tête des gens. Oui. Et quand vous êtes là, vous essayez d'être un tout petit peu journaliste, quoi. Parce que là, même si les gens nous écoutent aujourd'hui, ils vont se dire, mais voilà, ils sont pro-israéliens, mais je suis pro-rien du tout, quoi. Je suis quelqu'un qui lit, qui se renseigne. J'ai lu le livre sur le 7 octobre, dont les pages sont parues dans Le Monde. Je lis la presse israélienne. Et à un moment donné, il y a des évidences, quoi, quand on se renseigne un peu. Mais la paresse des journalistes français, de ces éditorialistes, ou de ces idéologues, pour le coup, du printemps républicain. Je veux dire, comment on lutte contre ça à un moment donné? Prenez un Bernard-Henri Lévy, qui est quand même le parangon de tout ça. Ouais. Mais si vous voulez, à propos de Bernard-Henri Lévy, je me suis payé son livre, si je peux dire, et demain c'est vendredi, sur mon journal Orient 21, on va publier une critique de ça. Le problème de la couverture du conflit depuis longtemps, c'est que il y a des spécialistes en France, des journalistes, toutes tendances confondues, parce que tout le monde n'a pas la sensibilité que j'ai, on peut avoir d'autres sensibilités de ça. En général, ils sont des professionnels. C'est-à-dire que ce soit Le Monde, Le Figaro, Libération, etc.
Le problème, c'est que dès qu'il y a une crise, vous avez deux phénomènes. Un, c'est qu'on envoie massivement des journalistes sur place qui n'y connaissent rien et qui sont pris en main par les ficteurs israéliens qui parlent français, qui sont comme vous et moi. Il faut pas parler l'arabe, etc. Ça n'a pas besoin de parler l'arabe. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, les éditorialistes qui, je crois, plus que dans les autres pays, il y a cette tradition intellectuelle, entre guillemets, en France, qui fait des éditorialistes, des gens qui s'estiment légitimes à parler de n'importe quoi, même, surtout, je dirais, quand ils ne connaissent pas. Vous donnez l'exemple, mais j'avais oublié, c'est Pujadas, quoi, vous pouvez le raconter, on va retrouver l'archive, d'ailleurs. Oui, c'est, je veux dire, sur Gaza, le fait que les gens sont pas si malheureux parce qu'ils peuvent trouver Ah oui, ça c'est incroyable, c'est-à-dire, parce qu'ils trouvent à manger. Voilà. Et quand il y a eu cette séquence qui est vraiment un scandale absolu. Est-ce qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme parce qu'on est effectivement en situation de famine, ou bien est-ce qu'il y a exagération, ou bien est-ce qu'il y a, notamment dans les images qui sont mises en avant, une forme de manipulation? Daniel Schneiderman a publié sur Twitter une photo du ghetto de Varsovie où on voit des gens manger en disant mais regardez, ils mangeaient très bien, etc., etc. Donc, mais tout est comme ça, c'est-à-dire. Et puis il y a quand même autre chose, c'est-à-dire aujourd'hui on parle beaucoup de l'antisémitisme. Moi, ce qui me frappe, c'est le déferlement anti-arabe. Ça vous parle ou pas? Deux enfants qui s'amusent dans une zone oubliée d'un pays où la thune n'est qu'un vieux champ de blé. Un village en péril, des familles menacées par des gens d'autres villes, d'un pays fortuné. Enfant de Palestine, tu n'as rien demandé, mais au niveau victime, c'est toi le plus touché. Tu confirmes l'expression un peu trop imagé, caillou contre canon, c'est un combat truqueux. Au pied du mur, des enfants jouent, oubliant les affres de la guerre. Derrière le mur, un peuple vit dans une prison à ciel ouvert. Derrière le mur de la honte, par-delà les barrages, les chars et les checkpoints. Derrière les murs, loin des yeux, loin du cœur, il y a la Palestine. Quand les enfants tombent sous les bombes, c'est l'humanité qu'on assassine. Le monde entier est complice par sa complaisance et son silence. Tous les hommes naissent libres et égaux. Moi aussi j'y ai cru. La justice est la même pour tous, sauf pour les puissants. Le savais-tu, monsieur le juge, allez ma salle. À table de salle, c'est l'oncle Sam qui régale. Du bruit pour HK, s'il vous plaît. Du bruit pour les enfants de Palestine. Et les enfants du monde entier, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur nationalité, quand ils sont opprimés. Israël, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était tes enfants qui étaient innocents. Là je peux prendre parti, car je suis écœuré de voir ton peuple ainsi, si peu évolué. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson Palestine est mon droit de veto. Dans le ciel de Gaza, les faucons rôdent de jour et nuit, les hélicoptères passent et repassent et notre futur s'obscurcit. Les colons chassent les colombes, ils ont envoyé les oiseaux de fer pour creuser notre tombe. Mais l'olivier
Palestine est dans sa terre, ouais l'olivier est un arbre millénaire, l'olivier est toujours debout. Palestine ne sera jamais, jamais à genoux. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson palestine et mon droit de veto. Je n'écris que des lignes et fais rimer des mots. Cette chanson palestine et notre droit de veto. Du bruit pour la Palestine, s'il vous plaît. Ça c'est pour toi. Du bruit pour l'amour. Vous venez d'entendre le groupe HK et les Saltimbanques qui étaient en concert à Lille le 4 janvier 2024. Et nous reprenons maintenant l'entretien entre le journaliste Denis Robert et Alain Grèche, entretien qui a été enregistré le 18 mai 2024 sur la chaîne Blast. Les gens qui disent, est-ce que les civils, il y a eu des gens qui l'ont dit clairement, est-ce que les civils de Gaza sont des innocents? Puisqu'après tout, les adultes ont voté en majorité. Enfin, je veux dire, tous les Gazaouis sont complices, voilà, il faut les éliminer. Donc, on peut les éliminer. Et il y a eu des appels vraiment au meurtre sur les télévisions et radios françaises. Personne, il n'y a eu aucune protestation. Et on parle d'actes antisémites qu'il faut effectivement dénoncer. Mais ce qui, moi, me frappe sur les réseaux sociaux, c'est le déferlement de propagande, de haine contre les gens qui ont des prénoms arabes ou des noms arabes. Mais d'ailleurs, je l'avais relevé ça, mais quand vous le racontez par vous, ça devient édifiant. C'est ce porte-parole de l'armée israélienne qu'on a vu partout, Olivier Rafovitz, oui c'est ça, dont l'épouse, Roxane, on la voyait partout. Moi, j'avais pas percuté que c'était son épouse. Donc, elle fait un film pour Complément d'enquête, je crois, qui est quand même un film de propagande. C'est un peu décevant de voir Complément d'enquête se compromettre à ça. Et lui, son CV quand même, il était chez Lieberman, donc c'est un homme politique d'abord, c'est un militant politique d'extrême droite, bien facho quoi, et qui engueule tous les journalistes et tout. Et ça passe comme crème quoi. Il y a deux choses. Comme ça. Il y a deux choses pour lui particulièrement. C'est d'abord qu'il est reçu extrêmement bien par tout le monde et qu'il a des réseaux, Bernard-Henri Lévy, et tout le monde considère que c'est normal. Si vous êtes israélien, si vous êtes d'extrême droite mais vous êtes israélien, c'est pas un problème. Donc il y a cet aspect qui est quand même. Et puis il y a le fait qu'il ment sans que les journalistes répondent. Et que quand ils répondent, il y a deux cas que je cite. Sur TV5. Sur TV5, c'est hallucinant. C'est quand même intéressant à suivre. Il fait son travail de journaliste, c'est-à-dire qu'il le confronte en lui disant. Comment il s'appelle Mohamed Kassi. Oui, c'est ça, Kassi. En plus, évidemment, le fait qu'il soit arabe, de non arabe, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, il a tout de suite été attaqué. Mais le plus scandaleux, c'est qu'il fait son travail normal de journaliste, il est désavoué par sa direction. Ça, c'est dingue. Ouais. Il va devant l'Arcom, qui lui donne raison, et la direction refuse de revenir sur sa condamnation. C'est quand même un truc incroyable. Et ce qui m'a interpellé, c'est l'argument de Rafovitch, le porte-parole israélien. Il dit, comment vous osez poser des questions à une démocratie? Alors, si on ne peut pas poser des questions à une démocratie, et puis il y a l'idée aussi, une démocratie ne peut pas commettre de crimes. C'est comme quand il n'y a qu'en France qu'on ne peut pas discuter de savoir si ce que fait Israël à Gaza, c'est un génocide ou non. En Espagne, en Belgique, ça se discute, non mais on peut avoir une discussion, il peut y avoir une discussion, mais laissons avoir une discussion, mais dire par principe, comme c'est un génocide et que les Juifs ont été
victimes d'un génocide, ils ne peuvent pas être mis en cause. Et puis, même, il y a le fait que c'est une démocratie. C'est comme si on disait la France en Algérie, c'était une démocratie. Et c'est vrai que le régime français de la 4e République est une démocratie. Et ça n'empêchait pas de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Vous donnez aussi l'exemple de ce Julien Baloul, là, qui est une sorte de militaire journaliste. Oui, c'est-à-dire pendant très longtemps, il a été camouflé, c'est-à-dire on le présentait un citoyen de Tel Aviv qui chaque fois qu'il y avait une crise donnait son avis comme si, alors que c'était un porte-parole. En fait, il était lié à l'armée, il était bon. Alors maintenant, c'est plus difficile parce qu'il a été entre guillemets démasqué. Mais au-delà, ça quand même. Dans les premiers temps du conflit, il était partout, quoi. Oui, sur il est partout. Mais il y a aussi cet aspect, c'est quand même. Moi, ça me frappe. Israël, soi-disant démocratie, liberté de la presse, a interdit à tous les journalistes d'aller à Gaza. Ah oui. Et les journalistes à Jérusalem, les journalistes israéliens comme étrangers, ont protesté. Ils ont écrit à la Cour suprême israélienne. Ils ont été déboutés. La Cour a dit que la priorité, c'est la sécurité d'Israël. Bon. Les seules informations qu'on peut avoir, c'est par des journalistes à Gaza. Mais dès que c'est des journalistes à Gaza, on vous dit « Ah, c'est le Hamas, c'est des Arabes, ils disent pas la vérité ». Quand c'est des Blancs, entre guillemets, ils disent par principe la vérité. Le journal Orient Matin dont je m'occupe, je crois qu'on est le seul aujourd'hui. Je crois que Blast a eu à un moment un correspondant. On l'a toujours, Mohamed El Saïf. Voilà. Et on est à 7 ou 8e reportage en direct de là-bas. Le seul problème qu'on a, c'est que les images sont tellement violentes que YouTube nous les strike et c'est pas comme des papiers, quoi. Voilà, nous, on a la chance d'avoir, ça fait maintenant 3 ou 4 mois, un journaliste là-bas qui raconte la vie quotidienne. C'est pas de la propagande, c'est terrible. Il raconte, par exemple, une anecdote. Il dit quand il y a les bombardements, il a un fils de 4 ans, je crois, qui est terrifié par les bombardements. Et il dit quand il y a les bombardements, j'ai appris à mon fils à applaudir et j'applaudis avec lui, comme si c'était un truc joyeux. Et du coup, ça diminue son angoisse. Enfin, bon, on voit la vie quotidienne. Pourquoi les médias français ne le font pas? Il y a des dizaines de journalistes. Et tous les jours, mais là, tous les journalistes qui ont été assassinés à Gaza. Oui, il y a plus de 100 quand même. Il y a pas un conflit. Je crois qu'il y a même pas, même pendant la Seconde Guerre mondiale, je suis pas sûr qu'on ait tué autant de journalistes quand même. Et il faut dire que nos confrères français ne sont pas beaucoup mobilisés pour les journalistes. RSF un tout petit peu, mais... Oui, très peu. Et puis il y a eu une manifestation, il y avait 20 personnes, quoi, je veux dire. Donc c'est quand même problématique. Alors, à vous lire aussi, je pourrais vous citer, mais ce que vous racontez aussi, ce que j'avais pas non plus perçu, c'est la preuve que vous êtes un observateur très assidu de tout ça, c'est dès 2010... Netanyahou commence, parce qu'il y a cette histoire de antisémite et antisémite, quoi. Et en gros, que Le Pen soit antisémite, il y a que les dirigeants du Front National aujourd'hui qui le refusent. Mais vous dites que dès 2010, Netanyahou commence à tisser des liens avec l'extrême droite européenne, quoi. Et il fait venir des leaders d'extrême droite. Certains, les pires antisémites, des pro-nazis, des types qui veulent la mort des juifs, etc. Et ils copinent avec... et là j'avoue qu'il y a un blanc, quoi. Comment vous l'expliquez? Alors, d'abord, il faut dire que cette alliance, elle a commencé avec les évangéliques. Américains. Américains. Qui ont une lecture très particulière de la Bible, qui est le retour du Messie se fera quand tous les juifs seront regroupés en Palestine. Donc il faut qu'ils aillent en Palestine, ou en Israël maintenant, mais ceux qui ne disent pas, ou ce qu'ils disent, mais que personne n'écoute, c'est que quand le Messie arrivera, les Juifs seront obligés soit de se convertir, soit seront massacrés. Ce qui est quand même... Et c'est ces gens-là qui constituent en Israël la principale base de soutien, aux États-Unis, la principale base de soutien à Israël. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que depuis la montée des mouvements d'extrême droite, pour qui, en Europe, l'ennemi essentiel, c'est les musulmans, ce qui ne veut pas dire que les juifs ne le sont pas, mais je dirais que c'est l'ennemi secondaire et on s'occupera d'eux une fois qu'on se sera occupé des musulmans. Il y a une alliance qui s'est faite entre tous ces partis d'extrême droite qui défendent Israël inconditionnellement. C'est l'idée que l'extrême droite, il reste des partis nazis qui sont vraiment des antisémites,
non guérissable, je dirais, mais c'est pas ça qui représente la force. La force essentielle, c'est ces grands partis d'extrême droite avec qui Israël a un accord. Il y a un journaliste israélien qui a écrit « Rendre l'extrême droite cachère ». C'est cachère, c'est-à-dire conforme à la loi juive. Il rend l'extrême droite cachère. C'est-à-dire vous pouvez être antisémite, si vous soutenez Israël, c'est pas un problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Même l'AfD, enfin même les Allemands actuellement ont des liens. Alors là, il y a des petits soucis quand ils vont en Israël. Ils sont divisés aussi, l'AfD, parce que bon, mais oui. Mais je donne l'exemple de la Roumanie, où l'ambassadeur israélien, sous pression de Netanyahou, prend contact avec une organisation d'extrême droite roumaine qui explique que la politique menée par le gouvernement roumain pendant la Seconde Guerre mondiale était très, très positive, alors qu'ils ont contribué au massacre des Juifs, à la Shoah, etc., etc. Donc, on voit le cynisme absolu. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est devenu l'arme ultime. Et moi, ça me frappe sur les mouvements étudiants. La seule chose qui intéresse les médias français, américains, etc., est-ce qu'ils sont antisémites? Ils ne sont pas antisémites. Il y a beaucoup de juifs la caractéristique de ce mouvement, notamment aux États-Unis, c'est la participation des jeunes juifs. Et en même temps, on a l'impression que le seul débat, est-ce qu'il y a des dérapages antisémites ou est-ce qu'ils sont fondamentalement antisémites? De toute façon, pour Netanyahou, à peu près tout le monde est antisémite. L'ONU, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, Amnesty, etc. Voilà. Vous écrivez d'ailleurs, pour que les gens comprennent un peu votre livre, je vous cite la page 67. Depuis, les relations de Netanyahou avec cette mouvance et ses dirigeants se sont renforcées, notamment avec Viktor Orban, Premier ministre hongrois, malgré ses déclarations antisémites. Vous relevez tout ce qu'il a dit sur Soros, sale juif qui est caché, etc. Et qui fait vous parlez de révisionnisme historique. En Pologne, l'arrivée au pouvoir en 2015 du parti Droit et Justice, qui restera aux commandes jusqu'en 2023, n'empêchera pas les relations avec Israël de se développer. C'est ce qu'explique Dominique Vidal, le journaliste du Monde Diplo. Alors même que ce parti adopte une loi criminalisant la critique de la collaboration avec le Troisième Reich et prévoyant jusqu'à 3 ans de prison contre les personnes coupables d'attribuer à la nation ou à l'État polonais la responsabilité ou la co-responsabilité des crimes nazis commis par le Troisième Reich allemand. Une loi qui va libérer la parole antisémite en Pologne, etc., etc. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je veux dire, on est chez Ionesco, quoi. Il y a quelque chose de tellement absurde, de tellement incompréhensible. Oui, mais en fait, c'est pas si incompréhensible de ça. C'est-à-dire, si vous partagez l'idée qu'aujourd'hui, le conflit essentiel, c'est entre l'Occident et le monde musulman, le terrorisme islamique, etc., vous êtes dans cette logique. Et vous êtes dans une alliance que vous pouvez considérer comme tactique, en répétant ce que l'alliance anti-nazie entre l'Union soviétique et les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est-à-dire que vous êtes dans une guerre de civilisation, et il y a les ennemis principaux et puis les ennemis secondaires. Et donc, mais c'est une logique terrible, parce que c'est une logique c'est une guerre, comme j'ai dit, c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre Orient-Occident, ça peut se transformer en une guerre religieuse. Hier, je dînais avec une amie qui me disait qui comparait le conflit, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et ces 8 mois de guerre, à l'effondrement du mur de Berlin. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul par rapport à la situation, on ne sait pas ce qu'il va advenir de ce conflit. Mais le mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS, etc., a redistribué toutes les cartes au niveau planétaire. Là, le soutien à Israël forcené, etc., et la réalité du terrain, ce qui se passe à Gaza, est-ce que on n'est pas face à une sorte de mouvement historique d'une ampleur comparable? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le livre, c'est pas seulement parce que la situation des Palestiniens est insupportable et ce qui se passe là-bas est insupportable, c'est aussi parce que c'est un peu le sens de mon dernier chapitre, ce que Gaza fait au monde, c'est que ça met en lumière le changement des règles internationales. C'est-à-dire, ça n'a pas commencé avec Gaza, ça a commencé, à mon avis, avec le 11 septembre, le début de la guerre contre le terrorisme, mais on a pu avoir l'impression, après l'échec des interventions américaines en Irak et en Afghanistan, qu'on allait sortir de ça, et pas du tout. On rentre dans l'idée qu'on est dans une guerre mondiale. Alors, l'ennemi varie selon les interlocuteurs, mais en gros, l'Occident est menacé.
et qu'il faut se serrer les coudes, et il faut se battre, et que dans cette bataille, c'est ça aussi qui est important, le droit n'est plus important. C'est-à-dire, il faut le rappeler, droit international est bafoué. le droit international, on peut envahir un pays comme comme les Américains l'ont fait en Irak, oui. On peut torturer comme les Américains l'ont fait à Bourré, etc. Tout ça, c'est, je crois que je dis quelque part, c'est le retour au 19e siècle. Au 19e siècle, les puissances européennes se réunissent pour fixer les lois de la guerre. Et l'utilisation notamment des munitions dangereuses, après ça sera les gaz, etc. Et l'accord qui est fait à la fin, notamment sur un type de balles qui s'appelle les balles Doom Doom, qui sont des balles qui explosent dans le corps des gens, c'est tous les pays se mettent d'accord, européens, on n'utilise pas ces balles, sauf pour les bêtes et dans les colonies. Et aujourd'hui, on a l'impression que le droit international, on l'accepte pour nous, c'est-à-dire, mais dès qu'il s'agit des barbares, des autres, on peut le violer de manière sans problème. Et le risque, c'est que finalement, le droit international, tel qu'il s'est construit après 1945, avec beaucoup d'insuffisances, etc., mais enfin quand même la création des conventions de Genève, les conventions pour éviter le génocide, etc., elles sont en train de disparaître, d'être dissoutes parce que vous ne luttez pas contre l'ennemi, vous luttez contre le mal absolu. Et c'est une construction, comment dire, de pensée. Enfin, c'est une fabrication d'Israël ou des propagandistes, etc. Oui, mais comment c'est pour ça que j'ai commencé cet entretien en vous disant la vérité prend du temps. Nous, notre rôle, c'est d'essayer d'informer petitement, sobrement, en essayant de réfléchir, etc. Mais est-ce que ces contre-vérités peuvent tenir? Comment tout ça peut s'effondrer? Comment tout ça peut évoluer selon vous? Bon, d'abord, ça dépend de nos systèmes politiques et médiatiques. C'est-à-dire qu'on vit quand même, c'est-à-dire, une des choses qui me frappe, c'est qu'il n'y a jamais eu une telle répression contre un mouvement de solidarité avec les Palestiniens ou avec qui que ce soit. C'est-à-dire la criminalisation, le fait de soutenir la Palestine, ça même les syndicalistes qui se font réveiller le matin. Oui, ou bien le fait que la police entre dans toutes les universités. Je rappelle toujours, en 68 a commencé quand les flics sont entrés à la Sorbonne, et c'était une exception. Maintenant, c'est devenu la règle. On va rétablir l'ordre. Donc, mais ça n'a pas commencé avec la Palestine, parce que ça a commencé avec les lois, les répressions des manifestations contre la réforme de retraite, toutes les lois sociales. Donc, il y a une espèce de brutalisation du pouvoir. Et puis, il y a un changement du paysage médiatique qui... Ça peut tenir encore je veux dire, le fait de répéter des contre-vérités en permanence, ça fabrique des vérités au final? Ou est-ce qu'on a une chance, nous... Non, sinon, encore une fois, je ne fais pas ce que je fais, mais je pense qu'il y a... Mais c'est une des choses que j'ai pu voir, c'est quand même le rôle que joue Internet, les plateformes, je cite d'ailleurs vous, Acribel, c'est une lutte inégale. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la gagner, qu'il ne faut pas la gagner, mais c'est une lutte inégale parce qu'en même temps, le système médiatique aujourd'hui est pris en main par les puissances de l'argent. Alors vous allez me dire, mais je vous parler des Juifs là. Et je cite le cas de Villepin. Oui, et puis avant, je voulais vous interroger là-dessus, parce que je n'avais pas percuté sur le Parisien et Bernard Arnault qui soutient la propagande, mais parce qu'il y a des liens financiers. Non, mais pas seulement. C'est-à-dire, c'est pour ça quand je dis les puissances de l'argent aujourd'hui contrôlent les médias. Alors tout de suite, les gens vont dire, ils parlent des Juifs, mais j'ai dit Arnault, il n'est pas juif. L'autre, Bolloré n'est pas juif. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait. C'est effectivement la privatisation et le fait que, par exemple, demain, Marianne risque d'être rachetée, en partie parce qu'ils ont eu sur Gaza une position qui était très hostile, très critique d'Israël. Et aujourd'hui, si on interdit TikTok, je veux dire, s'il y a la volonté des Américains d'interdire TikTok, un sénateur américain l'a reconnu, c'est en partie parce que c'est une plateforme sur laquelle le soutien à la Palestine a pu s'exprimer sans entrave, ce qui n'est pas le cas de Facebook, etc. Donc il y a ce problème des puissances de l'argent contre lesquelles il faut lutter, mais qui a à voir avec la démocratie. La démocratie, c'est est-ce qu'on peut laisser les médias aux mains des puissances de l'argent?
Nous, on essaie d'ailleurs, abonnez-vous à Blast, hein, c'est pour ça qu'on bien sûr. Mais on fonctionne aussi pour ça. Je voulais, à titre personnel, je vais vous raconter, j'ai un de mes amis, je peux dire son nom, c'est Raphaël Pitti, le médecin urgentiste qui habite Metz, la même ville où j'habite, m'a raconté qu'il était au restaurant la dernière fois avec un ami, il parlait, etc. Et lui a eu des propos, parce qu'il revient de Gaza, il parle d'un génocide, quoi. Il s'est fait gifler avec une serviette par quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui était juive, et qui l'a agressé verbalement. Et je pense qu'il a été marqué par ça. Et moi-même, j'ai eu des discussions un peu orageuses avec des gens que je croise dans la rue, mais alors que vraiment, je suis prudent, je veux dire prudent dans mon élocution, etc. Est-ce que vous, qui quand même avait une réputation, une histoire, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez, des fois vous dites ouais putain je vais pas dire ça, ou alors quand je sors de chez moi je regarde derrière, parce que en même temps c'est compliqué en ce moment ici. Non, c'est compliqué, mais moi j'ai un degré de paranoïa très 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 limité et je n'anticipe pas ce qui peut arriver. En plus, je ne suis pas sensible à l'accusation d'antisémitisme parce que ma mère est juive, donc je suis juif et je me réclame d'une tradition juive, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a toujours existé dans le judaïsme et qu'Israël est en train d'étouffer, qui est la tradition internationaliste, la tradition de solidarité internationale. Donc, moi, je me rappelle, on a oublié, mais il fut un temps où Edgar Morin a été poursuivi, c'était au moment de la seconde intifada, et a été condamné avant d'être réhabilité comme antisémite. Je veux dire, il y a et j'avais un ami journaliste qui a été aussi poursuivi, et pour lui c'était traumatisant. Moi, je veux dire, ça me fait rien. Je veux dire, de toute façon, je me sens pas du tout visé quand on dit vous êtes antisémite. Mais c'est vrai que je veux dire aujourd'hui cette menace permanente, et je pense que ça pèse sur les journalistes. C'est notamment les jeunes journalistes qui sont dans des rédactions, etc., qui ont déjà du mal parfois à suivre le problème, parce que c'est vrai que c'est un problème compliqué, que c'est une histoire longue, etc. Pourquoi il va aller risquer sa carrière, risquer sa réputation parce qu'il est journaliste. Oui, et qu'il n'est pas propagandiste, quoi. Oui, mais il devrait. Mais c'est après les êtres humains sont ce qu'ils sont. Hein, je veux dire, il y a pas forcément le courage, et puis il y a pas, comment dire, l'autonomie d'un jeune de 25 ou 30 ans par rapport à sa rédaction, par rapport au risque d'être licencié, etc. Elle est pas. C'est quand même. On a eu, en tous les cas, bon, ça a changé, mais en gros, entre le 7 octobre et la fin décembre, on a eu une domination d'un discours d'un pays totalitaire, quoi. Le problème, c'est, enfin pour moi en tous les cas qui suis en France, c'est la position française et européenne. Il y a des choses à faire, et les choses à faire, c'est des sanctions contre Israël. Je veux dire, Israël commet des crimes de guerre, continue la guerre, et on pourrait prendre des sanctions extrêmement efficaces. Alors l'idée que Israël ne cède pas aux pressions, c'est bullshit, comme disent. C'est-à-dire, si les Américains, je le dis toujours, arrêtent les livraisons d'armes, en 24 heures, la guerre s'arrête. Arrête toutes les livraisons d'armes. Et si l'Union européenne suspend l'accord d'association avec Israël, ça n'arrête pas la guerre tout de suite, mais je peux vous dire que c'est un coup majeur porté à Israël et qu'ils feront attention avant de continuer la guerre. Donc il y a des choses à faire, et il faut mais malheureusement, alors que des pays comme la Belgique, saluons la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, Malte, la Norvège, etc., vont reconnaître l'État palestinien, appellent à des sanctions, etc., la France reste particulièrement passive et particulièrement hypocrite. Je dois dire que pour ceux qui ont connu la période où il y avait une politique de la France au Proche-Orient, c'est vraiment triste. Nous arrivons à la fin de notre émission. Il me reste à remercier les personnes qui se sont exprimées dans cette émission. Michel Sibony, membre de l'Union juive française pour la paix, sur la chaîne Parole d'honneur. Ensuite, la députée européenne Rima Hassan, qui répondait le 20 juillet 2024 au journaliste de l'Humanité Jacques Régibier. Puis l'ambassadrice de Palestine en France, Ala Abou Assira, qui s'entretenait avec Franck Barra. Franck Barra, qui est un activiste français et coordonnateur du tribunal Russell sur la Palestine. Et enfin, Alain Grèche, rédacteur du site Orient 21, invité par le journaliste Denis Robert sur sa chaîne Blast. Malheureusement, la guerre menée sur plusieurs fronts par l'armée israélienne n'est pas terminée et elle risque d'embraser tout le Proche-Orient.
le soutien à la cause palestinienne est donc plus que jamais nécessaire. Et je remercie aussi Frédéric qui assure les diffusions de nos émissions Civis Pacem. Et il me reste à vous dire donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao. عاشت فلسطين.